Bienvenue dans la matinale des entrepreneurs et des entrepreneurs. Justement, il en est question avec vous, Adrien Chaltiel. Bonjour. Bonjour. Puisque concrètement, vous aidez les entrepreneurs, vous envoyez toute la journée et vous les aidez à trouver leur financement dans cette recherche qui peut être difficile quand on monte son entreprise. Vous avez donc monté une plateforme Eldorado que vous avez fondée, que vous dirigez, qui aide ces recherches dans leur recherche de financement. Alors les startups, quand elles se connectent sur la plateforme, est-ce qu'elles trouvent l'Eldorado, est-ce qu'elles trouvent de l'argent concrètement? C'est le but. On a appelé Eldorado un peu pour ça. L'objectif est vraiment d'aider tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, de quelque origine qu'ils soient, et quel que soit leur projet, à trouver des financements. On a la chance d'être sur un territoire qui est propice aux entrepreneurs et qui aide les entrepreneurs à trouver différents types de financement. Maintenant, c'est une jungle, c'est un peu compliqué de trouver, d'identifier tôt quels sont les différents types de financement auxquels on est éligible. Eldorado est là pour ça, pour les guider et les mettre en relation avec les meilleures sources de financement adaptées à leur projet. Alors au niveau de l'année 2019, je sais qu'il y a un chiffre dont on s'est félicité dans la presse, c'est les 5 milliards d'euros de fonds levés. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a un sens de raisonner en termes de fonds levés et peut-être pas de résultats vraiment concrets de ces startups? Alors forcément il faut aussi parler des résultats, puisque les levées de fonds, et puis lever des fonds ce n'est pas une fin en soi, on parle de succès économique, c'est aussi la croissance, le nombre d'emplois créés, et la croissance, la rentabilité, etc. Maintenant les levées de fonds démontrent qu'il y a une tendance dans l'écosystème qui est celle de la croissance des investissements, et donc la possibilité de voir des entreprises naître et croître de plus en plus et de plus en plus vite grâce au soutien des investisseurs. Cette tendance elle existe depuis 2012, elle est en pleine croissance, on est encore sur une année de pleine croissance puisqu'on a plus de 38% de croissance des investissements entre 2018 et 2019, avec de nouveaux fonds d'investissement, des nouvelles licornes, donc des startups valorisées à plus d'1 milliard, et puis tout simplement une croissance du nombre d'entrepreneurs. Tous ces chiffres à la hausse font qu'on a un écosystème plus consolidé. Après, effectivement, il va falloir mesurer dans le temps le succès de ces investissements dans la création d'emplois et la pérennité des entreprises. Donc le bilan 2019 était quand même positif, l'écosystème est en place et solide. Exactement, il est très en place. On a des structures d'accompagnement qui sont de plus en plus matures. On a des entrepreneurs qui sont de mieux en mieux accompagnés, que ce soit par les pouvoirs publics, les différents types de financement qui existent. Nous, on le constate sur Eldorado, on a à la fois les investisseurs privés, mais aussi les sources de financement publics et bancaires. Tous les chiffres sont au vert et en pleine croissance. Maintenant, pourvu que ça dure. Oui, parce que forcément, on est en 2020, il y a eu un crack hier sur les marchés financiers. Est-ce que ça peut impacter les entrepreneurs qui recherchent des fonds? Est-ce que ça peut impacter la French Tech dans son ensemble? Alors nécessairement, l'impact du coronavirus actuellement va impacter tous les types d'entreprises et directement, voire indirectement, les entrepreneurs dans le digital. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une baisse à venir potentiellement des ventes, donc de la croissance, donc un ralentissement de la croissance, alors qu'on est sur des entreprises dont on cherche une croissance exponentielle, c'est pour ça qu'on les finance. Il y a une première menace qui est celle-ci. La deuxième, il y a aussi beaucoup de startups qui produisent des biens qui viennent de Chine ou de différents pays, de zones qui sont qualifiées aujourd'hui à risque. Il va falloir anticiper potentiellement la baisse de production, donc la baisse des ventes, et puis de toute façon, même comme tous les types d'entreprises, il y a aussi une baisse des rendez-vous, des meetings, des voyages, des rendez-vous même physiques, avec une augmentation du télétravail qui fait qu'il y a une baisse de productivité globale. Donc tout ça, ça participe au fait qu'il va y avoir forcément des impacts dans l'écosystème startup aussi du coronavirus. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi non plus, c'est les problèmes, c'est à résoudre par les entrepreneurs justement, et ce qu'on peut donner aujourd'hui comme conseil aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est vraiment d'anticiper ces menaces entre guillemets en revoyant notamment leur forecast, ce qu'on appelle donc leur business plan et leur prévisionnel de trésorerie et de financement, parce que nécessairement ils vont peut-être mettre plus de temps à lever des fonds, ils vont avoir un impact de trésorerie plus rapide que prévu sur la baisse des ventes, etc. Donc une baisse de trésorerie plus rapide que prévu. Et donc l'anticipation est reine dans ce cas, avec le pragmatisme que doit avoir un entrepreneur, c'est de trouver ensuite des solutions adaptées en fonction de ses besoins. Et concrètement, il va y avoir des levées de fonds qui vont être retardées, qui vont être chamboulées? C'est déjà un peu le cas, nous on le voit sur Eldorado, on voit une certaine ralentissement des prises de décision, on est plutôt sur une tendance à regarder ce qui va se passer. La prudence fait que on ne sait pas vraiment jusqu'où va aller cette menace entre guillemets sur l'activité économique.
économique. Donc les liquidités sont là, hein, les fonds d'investissement ont levé beaucoup d'argent ces dernières années, en 2018, en 2019. Il y a juste peut-être une distribution de ces liquidités qui va être plus retardée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle, nous, avec France Digital notamment, dont on soutient l'initiative, qui rencontre en ce moment le ministre Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, au pouvoir public et notamment à l'État de subvenir aux besoins de trésorerie des entreprises qui vont avoir potentiellement un décalage de leur financement potentiel, en notamment remboursant les créances plus rapidement que prévu. C'est par exemple les crédits d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, statut de jeune entreprise innovante. L'État a des créances 2018 et 2019 sur ces entreprises. Elle met généralement du temps à ça payer. met normalement entre 6 mois et 18 mois parfois. Ouais. Donc si l'État accélère le remboursement de ces créances, potentiellement les entreprises vont pouvoir respirer. Il y a aussi le traitement plus rapide des crédits d'impôt cette année qui sont qui sont mis en même temps que la liasse fiscale, donc en mai. Si en juin, en juillet, l'État prend ses dispositions pour soutenir activement les entreprises en remboursement les crédits d'impôt très rapidement, les entreprises là aussi vont pouvoir respirer. Après, la BPI, ce qui est demandé notamment par France Digital, c'est de maintenir un taux d'investissement et de financement similaire à celui des années précédentes pour compenser un peu la menace qui existe de ralentissement de l'investissement privé dans l'écosystème. Oui, parce que la BPI, c'est un des fonds qui a investi le plus dans ces jeunes pousses. D'ailleurs, ces fonds, quand ils investissent, quel est leur rôle dans la start-up? Parce qu'ils ont vraiment un rôle décisionnaire. Oui, alors justement, les fonds d'investissement, quand ils participent à l'activité d'une entreprise, donc ils ont une casquette de financeurs, donc financer l'activité économique, généralement c'est parfois même plusieurs millions d'euros, mais ils ont surtout une activité de membres du conseil d'administration, donc ils ont un pouvoir dans la gouvernance de l'entreprise. L'idée n'est pas de décider à la place des entrepreneurs qui sont à la tête de l'entreprise, mais avec, et généralement les bons investisseurs, c'est ceux qui savent faire la très bonne part des choses entre les deux casquettes. À un côté, je finance et de l'autre côté, je t'aide à faire croître ton entreprise. Les dirigeants d'entreprise, qui sont des entrepreneurs, ont besoin de ce soutien opérationnel, que ce soit de l'apport de réseau, de la mise en relation avec des grands groupes qui peuvent les aider à vendre plus vite et à augmenter leur capacité de vendre. Le recrutement aussi, qui est un gros besoin dans l'écosystème. Les fonds d'investissement peuvent beaucoup aider à ce niveau-là. Donc l'aspect pouvoir décisionnel et financement doivent être complémentaires pour aider au mieux les startups par les fonds d'investissement. Et est-ce qu'ils ont une exigence de rendement par rapport à l'argent qu'ils mettent dans ces entreprises? Alors leur exigence, c'est d'avoir le rendement maximum. Donc forcément, on a un écosystème qui en moyenne rapporte entre 3 et 5% sur les investissements. Donc c'est moins que le private equity, c'est moins que l'immobilier, c'est moins qu'un certain nombre de secteurs dans l'investissement. Sauf qu'à la différence des autres secteurs, c'est que les fonds d'investissement peuvent penser, espérer faire un grand coup. Donc il y a un investissement qui fait plus de 100, 200 ou 300 fois la mise investie. Ça arrive. C'est ce qu'on appelle les licornes, c'est ce qu'on appelle les opportunités de revente à l'international des entrepreneurs. Donc ce sur quoi vont miser les fonds d'investissement, c'est sur cette pépite de leur portfolio. Généralement, un fonds d'investissement investit dans une dizaine d'entreprises. Si on fait un ratio, il y en a 3 qui échouent ou n'apportent pas un retour sur investissement. La majorité, l'argent est perdu. Dans ce cas-là, tout le monde a perdu son argent. Et ensuite, il y a tous ceux un peu un ventre mou qui apportent une rentabilité, mais pas forcément excessive. Et au-delà de 8% de rentabilité, ça devient intéressant pour un fonds d'investissement et ses investisseurs de revendre une entreprise. Et on va parler maintenant de ceux qui lèvent des fonds. Est-ce qu'il y a toujours des difficultés? Il y avait la journée de la femme il y a quelques temps. Est-ce que les femmes sont toujours sous-représentées dans ces levées de fonds? Alors toujours, la tendance évolue. Nous, on détecte 4 minorités qui ont du mal à trouver des investissements. Donc les entrepreneurs de région, les entrepreneurs issus de l'immigration, les entrepreneurs issus des quartiers défavorisés et les femmes entrepreneurs, qui sont des minorités. Pas en termes de représentation en France de manière générale, mais dans l'écosystème de la création d'entreprises et de la levée de fonds, c'est le cas. Pour les femmes, on parle de 10% de femmes qui sont dirigeantes aujourd'hui d'entreprises dans des startups et qui pourtant ne captent que 3,3% de l'ensemble des financements par an distillés par les investisseurs privés. Ce qui est vraiment une part très très petite. Elle croît, cette part, il commence à y avoir un changement de mentalité, notamment au niveau du fait
qu'il y a des initiatives comme Sista, des associations qui mettent en avant cette pénurie d'investissement dans le secteur pour les entrepreneurs et les femmes entrepreneurs. Et ensuite, il y a tout ce qui est prise de décision que doivent faire les fonds d'investissement, notamment de mettre plus de femmes dirigeantes des fonds d'investissement. C'est une des solutions pour changer un peu ces biais qui existent et faire évoluer l'écosystème pour le rendre plus divers, parce qu'un écosystème plus divers, c'est un écosystème plus fort. Donc une sorte de discrimination positive. Et vis-à-vis des régions, ça donne quoi? Est-ce qu'on est plus actif dans certaines régions? J'imagine que l'Île-de-France est évidemment bien représentée, mais est-ce qu'il y a des régions qui justement nécessitent de l'aide aussi? Oui, complètement. En fait, on a 74% des investissements sont captés par la région Île-de-France. C'est aussi dû au niveau du fait qu'il y a plus d'entrepreneurs en région Île-de-France. Maintenant, cette grande disparité régionale est un peu inégale. Enfin, cette inégalité peut engendrer l'absence de financement pour des entrepreneurs qui sont tout aussi légitimes ou des projets tout aussi porteurs que des projets en région parisienne. Donc les régions ensuite, nous on a cette mapping de toutes les régions qu'on peut voir ici. On a 3 régions principales après la France, qui sont la région Rhône-Alpes, la région PACA et la région l'Occitanie. Mais cette grande disparité fait qu'il y a de moins en moins de levées de fonds sur certaines autres régions. Et aujourd'hui, les prises d'action, notamment pour solutionner cette inégalité, c'est d'abord l'action de la BPI, qui a 38 centres régionaux et qui doit continuer à distiller du financement, notamment pour les startups en amorçage. Et aussi, ensuite, c'est les initiatives qui font que des fonds d'investissement vont investir dans des startups en région, notamment autour de pôles régionaux assez forts. Mais eux-mêmes sont généralement basés à Paris. Ils sont généralement basés à Paris, mais de plus en plus d'entre eux font des événements, et c'est ce qu'on peut encourager, dans des grandes centres de représentation en région, puisqu'il y a des incubateurs qui sont très performants. Aura Technologies à Lyon, à Lille, H7 à Lyon, à l'IoT Valley à Toulouse. Ce sont des viviers technologiques et des viviers d'innovation très forts qui réunissent à la fois des entrepreneurs et des investisseurs. Et il faut continuer à favoriser et encourager ce type d'initiative pour avoir un financement plus large. Que les régions se spécialisent. On parle par exemple de la Cosmetic Valley du côté de Chartres, du numérique du côté de Laval, je crois. C'est peut-être ce qui aidera aussi. Oui, c'est vrai. L'IoT Valley, donc les objets connectés à Toulouse. On peut essayer d'identifier des secteurs privilégiés dans certaines régions. Après, l'idée c'est d'être le plus généraliste possible, puisque si on est de cette région mais pas de cet écosystème-là, on va avoir encore plus de mal. Voilà. Merci beaucoup Adrien Chaltiel. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de Eldorado.